Nous sommes là, on peut dire, pour une rencontre traditionnelle à chaque début de carême, pour que l'évêque du diocèse de Port-Louis présente sa lettre pastorale, qui est une lettre traditionnelle adressée aussi bien aux chrétiens appartenant à l'Église catholique qu'à tous les chrétiens et à toute l'île Maurice. Et surtout, vous allez voir des aspects de cette lettre qui s'adresse à toute l'île Maurice. Alors, le cardinal a voulu parler de la miséricorde, dont vous savez qu'elle a été le thème principal qui a mobilisé l'Église depuis à peu près un an et demi. Mais alors, le mot miséricorde, qui semble appartenir à un vocabulaire interne à l'Église et qui est entaché peut-être d'une espèce de poids, miséricorde, c'est fait pour les bonnes femmes, ça fait un peu pleurnichard, ça fait un peu plaigner. Et le cardinal a voulu montrer, au contraire, dans sa lettre, comment ce vocabulaire interne à l'Église, qui paraît un peu renfermé sur elle-même, est au contraire quelque chose de très pertinent pour l'ensemble de la société mauricienne et pour l'ensemble des secteurs où nous vivons, c'est-à-dire la famille, l'école, l'économie, la politique et bien sûr les paroisses qui concernent l'interne de l'Église. Donc, sa lettre, cultiver la miséricorde, vous allez le voir, cultiver la miséricorde dans tous les secteurs de la vie mauricienne. Je passe la parole au cardinal. Merci. Alors, à l'origine de cette lettre, il y a eu l'intervention du pape François au lendemain de mon élévation au cardinalat. Il a écrit une lettre à la fin du jubilé de la miséricorde pour dire « Voici venu maintenant le temps de la miséricorde ». Il a répété ça plusieurs fois. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait dire. Voici maintenant le temps de la miséricorde. Alors, je me suis beaucoup interrogé, j'ai lu, j'ai essayé de réfléchir. Et petit à petit, je suis arrivé à ce que Père Lamour vient de vous dire, c'est que la miséricorde, c'est quelque chose de... c'est l'attitude profonde et principale de Dieu envers nous. Et il se trouve que c'est aussi l'attitude, la manière d'être la plus pertinente qui soit pour des familles heureuses, unies, pour des écoles où vraiment les enfants se sentent à l'aise, pour une économie qui se soucie des hommes et des femmes, et pour une vie politique saine. La miséricorde dont je parle, c'est pas simplement faire une aumône, donner un petit cash à quelqu'un qu'on rencontre. La miséricorde, c'est plutôt se mettre au niveau, se faire proche de ceux et celles qu'on veut servir, se faire proche de ses enfants dans la famille, se faire proche de ses élèves à l'école, se faire proche de ses employés, de ceux qui travaillent dans votre entreprise, se faire proche de ses mandants, si on est politicien, d'écouter le peuple, et pas simplement de l'écouter de haut, mais se faire proche, et ainsi pouvoir se faire proche, et ainsi pouvoir servir avec désintéressement. Soulignez ce mot-là, service désintéressé. Vous savez, dans la parlance commune à l'île Maurice, quand on dit à quelqu'un « rends-moi un service » et on casse un œil, vous dites « mais prochaine occasion, moi je rends un service ». C'est donnant, oui ou non? Alors que le vrai, ce qui sauve, c'est le service gratuit, désintéressé, dans tous les domaines de la vie. Je ne dis pas que c'est une solution, mais c'est comme le terreau où de belles choses peuvent pousser, où on peut arriver à de beaux résultats humains en famille, à l'école, dans une économie. Alors, je commencerai par l'Église parce que cette question de la miséricorde, ça ne veut pas dire parce que j'en parle que l'Église n'a pas besoin d'attendre ça, elle aussi.
L'Église est la première personne à se remettre en question par rapport à la miséricorde. Et il faut le dire très clairement. Alors, je n'ai pas pris tous les exemples qu'on peut prendre, mais en même temps, dans une paroisse, dans les paroisses, il peut y avoir une tendance à se renfermer un peu sur nous-mêmes, sur ce qu'on a l'habitude de voir, et on est bien ensemble. Je n'ai rien contre ça. Mais en même temps, il y a un grand danger dedans. C'est que on finit par ignorer ou rester indifférent à ceux qu'on ne voit pas, à ceux qui sont loin, ou à ceux qui sont pauvres, ou à ceux qui sont dans des situations difficiles, comme les divorcés remariés, ou comme les toxicomanes, ou comme les pauvres même. Les pauvres sont les paroissiens, vous êtes. Ce n'est pas simplement des personnes à qui ils ont leur part à apporter. Tout le monde a une part à apporter. Alors, j'interpelle l'Église pour s'ouvrir, comme le pape lui-même le demande, à toutes ces différentes genres de personnes qui n'ont pas toujours accès à la famille qui est l'Église et au soutien dont elles ont besoin. Dans la famille, comme vous savez, dans la vie de famille, on parle beaucoup aujourd'hui des familles qui se brisent, des familles qui se disloquent, qui sont désunies. Et on cherche des solutions, non? On cherche des solutions. On dit, quel est le psychologue qui va nous aider? Quel est le quick fix qu'on va avoir? Mais il faut prendre ça bien en amont. La famille, c'est le lieu où on apprend vraiment ce que c'est que le service gratuit. Parce que nos parents nous ont aimés gratuitement. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont aimé avant que je vienne au monde. Ils se sont engagés, pour ainsi dire, envers moi avant que je vienne au monde. C'est extraordinaire, ça. Ils nous ont aimés avant que nous naissions, oui ou non? Est-ce qu'on a réalisé la valeur, la richesse extraordinaire de ça? C'est ça qui fait de nous un homme et une femme, avec une dignité. Parce qu'on a été aimés gratuitement. Et c'est là aussi où les parents doivent apprendre à leurs enfants à aimer et à servir gratuitement. Est-ce que dans une famille, quand on demande à un enfant de rendre un service, faire la vaisselle, on lui dit « vous payez-toi tant ?» On ne fait pas ça. Oui ou non? C'est parce que le service gratuit est vital. Ce n'est pas un petit gadget en plus, ça. C'est ce qu'il y a de plus important dans une famille, dans la vie de famille. Et l'amour gratuit, c'est à l'intérieur du couple aussi. Parce qu'à l'intérieur du couple, on ne peut pas faire des deals à l'intérieur du couple. On ne peut pas faire des conditions. On ne peut pas marchander l'amour. Ça ne peut être donné que gratuitement. Alors, la famille, c'est le lieu où nous avons macéré, si vous voulez, dans une atmosphère d'amour gratuit. Et c'est là qu'on peut prendre les forces nécessaires pour devenir à notre tour des serviteurs gratuits dans la société. Malheureusement, quand une famille est blessée, c'est l'amour gratuit qui est blessé. Et les gens de famille blessés ont la difficulté à devenir après. Vous voyez là, tout s'enchaîne. Maintenant, dans l'éducation. Dans l'éducation, j'ai envie de vous raconter une histoire pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde ou l'amour gratuit dans l'éducation. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie, authentique, qui s'est passée à l'île Maurice dans une école catholique de campagne. Ça s'est passé au début du XXe siècle. Ça remonte un peu loin, mais c'est une histoire vraie, que des témoins m'ont raconté. Alors, il y avait la petite école catholique primaire, et un beau jour, l'enseignante qui faisait sa classe voit arriver dans sa classe un petit garçon de 7-8 ans, pieds nus. On voyait qu'il n'était pas à l'école, c'est pas un enfant qui allait à l'école, des vêtements un peu sales, etc. Et il se met au fond de la classe et il s'assoit tranquillement. Alors l'enseignante est très étonnée de ça, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et enfin, comme c'était au moment de la récréation, elle est arrivée, elle le laisse tranquille, et pendant la récréation, elle va causer avec lui. Et il dit, mais d'où tu viens? Elle finit par apprendre qu'il s'est sauvé de sa maison et qu'il est venu là. Et elle dit, mais il faut que tu rentres chez toi. Non. Il dit, m'ont intéressé avec ce qu'il pouvait faire.
au content écouter. L'enseignante est très étonnée. Enfin, en parlant avec lui, elle le laisse suivre les classes de l'après-midi, au fond de la classe, elle le laisse suivre, et elle dit à l'enfant, je vais t'accompagner chez toi, chez tes parents, pour dire à tes parents où tu étais. Et de fait, l'enfant habitait à 4 km de l'école. Elle marche avec lui, 4 km. Elle va trouver ses parents pour lui dire, votre enfant arrive maintenant, voilà, il est arrivé chez moi vers 11h30, il est resté, je lui ai donné un petit peu à manger à la récréation, il se montre très intéressé à l'école, et c'est pourquoi je l'ai laissé passer l'après-midi là. Quand elle dit ça, le papa de l'enfant est furieux avec son fils, parce qu'il avait peur, il ne savait pas où son fils était passé. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, vous savez. Alors, il ne savait pas quoi faire, il était tracassé. Et là, il sort contre son enfant, il ne veut pas écouter l'enseignante, etc., etc. Alors l'enseignante lui dit, mais monsieur, votre enfant s'intéresse vraiment, il faut le laisser aller à l'école. J'ai vu qu'il s'intéresse, qu'il veut écouter. Ce n'est pas un enfant turbulent, ça, il n'a pas fait ça. Alors, le papa dit, j'ai pas les moyens de m'envoyer à l'école, il ne voulait rien entendre. Non, sa place est ici, qu'il faut qu'il rende service à sa famille. Bon. Là, l'enseignante dit au papa, mais monsieur, je suis disposé à prendre la charge de votre enfant et de payer ce qu'il faut payer pour qu'il aille à l'école. Le papa est très étonné, mais enfin, il est touché aussi. Il tombe d'accord. Et 1 ou 2 jours plus tard, l'enfant a ce qu'il faut pour aller à l'école et il va à l'école. Et il fait ses classes. Il n'était pas en première, hein, il avait l'âge de, je ne sais pas, moins de la 3e ou la 4e, mais il rattrape très vite son retard. Il passe sa CPE autrefois, très bien, il a même une petite bourse. Il a accès à un bon collège. Après le collège, il fait de bonnes études. Il va à l'université, en Angleterre, et ce petit garçon est devenu le premier ministre de l'île Maurice. Alors, si ce que j'appelle la miséricorde de cette enseignante, ça veut dire son attention, sa proximité avec un petit garçon, a pu faire des miracles, c'est pas par hasard, ça. C'est le chemin que nous sommes invités à prendre dans tous les domaines de notre vie, y compris en économie, et je passe à l'économie, y compris en économie. Parce que vous savez, en économie, tous les grands économistes qui écrivent dans les grands journaux, etc., vous disent qu'ils sont très préoccupés par l'économie capitaliste libérale qui fait que le fossé entre les riches et les pauvres grandit. On a beau avoir un PIB qui monte, on peut avoir une croissance économique, mais le fossé entre les riches et les pauvres continue à grandir. Ils disent toujours, il faut produire quelque chose pour pouvoir partager, mais on n'arrive pas à partager. Ce qui arrive, c'est que le fossé grandit. Et ces inégalités sont très préoccupantes. Alors, il y a des gens qui disent, on ne peut rien faire, vous savez, le système, c'est comme ça. D'autres qui disent, il faut changer de système. On va prendre le système, on a dit ça dans le passé, le système de l'économie socialiste. Mais l'économie socialiste fait la même chose, les mêmes résultats. Alors, il y a un grand homme d'État hongrois qui s'appelle Václav Havel. Vous verrez la référence dedans. Il a dit à un moment donné, ce n'est que par une vie meilleure qu'on peut améliorer le système. Il n'y a pas de système qui peut protéger tout le monde. Il faut que les personnes qui sont dans le système, qui ont une vie meilleure, qui soient proches des personnes et des problèmes humains, qui soient disposées à servir gratuitement, que l'économie va prospérer. Prospérer, hein? Parce que l'économie, je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire du profit. Toute économie doit faire du profit. Pour rester en vie, pour améliorer ses produits, pour faire de la recherche, pour faire la formation personnelle, bien sûr, il faut ça. Mais si on est là que pour faire du profit, que pour galoper derrière plus de profit, on va détruire ça. On va détruire ça. Vous savez ce que Molière disait? Il faut manger pour vivre, c'est vrai, mais on ne peut pas vivre pour manger. Alors, il faut faire des profits,
mais on ne doit pas vivre pour faire du profit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fondamental, ça. Et le pape Benoît XVI, comme d'ailleurs le pape François aussi, et avant lui le pape Jean-Paul II, disait toujours ça. S'il n'y a pas une mesure de gratuité dans l'économie, qu'est-ce que ça veut dire, gratuité dans l'économie? Ça veut dire c'est prendre compte des besoins humains de votre personnel, des besoins humains de votre clientèle, des besoins humains de vos fournisseurs, et pas seulement des intérêts économiques des actionnaires. Si on se focalise sur les intérêts économiques des actionnaires, on détruit l'économie. On met une pression énorme sur le personnel, qu'il soit depuis le CEO jusqu'au... ils ont une pression énorme sur eux, parce qu'il faut tout le temps faire plus. Et puis, si on n'a que le profit en tête, on va faire de mauvais produits, on va prendre n'importe quel projet chimique, on va faner dans les légumes, on va faire n'importe quoi, pourvu que ça rapporte. Ou on va faire des produits qui ne sont pas de bonne qualité, oui ou non? Regardez les scandales de Volkswagen, etc. Ah ben, il faut avoir un souci La crise de 2008. La crise de 2008, c'était ça, hein? La crise de 2008, c'était ça, parce qu'on a galopé derrière le profit, on s'est écroulé, et on n'a pas tiré les leçons de cela. Alors là, encore une fois, ce n'est pas le système capitaliste en lui-même qu'on critique, et c'est la manière de le rouler. Et il y a des exemples de gens, y compris à Maurice, qui ont une manière de gérer ce système-là qui rend les gens dans leurs entreprises heureux et qui se développent humainement. Ça existe, ça. Ce n'est pas un rêve dont je parle. Maintenant, en ce qui concerne la politique, en politique aussi, il faut la miséricorde, ça veut dire du service gratuit et désintéressé. Parce qu'en politique, comme vous savez, dans beaucoup de pays du monde, on commence à s'ennuyer devant les débats politiques, oui ou non? On commence à s'ennuyer. Parce que c'est des petites guéguerres entre clans et on en a marre. On a besoin de projets de société. Qu'est-ce que vous nous proposez comme manière de vivre, comme façon de nous organiser pour se développer ensemble? Ça, oui. Alors, si les politiciens, les partis politiques n'ont pas à cœur, pas seulement de gérer un pays, mais d'avoir un projet pour les gens. Comment eux sentent les choses, comment eux peuvent participer. Et on ne peut pas faire un projet pour les gens dans un bureau. Il faut écouter les personnes à la base. Il faut être proche des personnes. Il faut sentir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs espoirs. Non, il faut faire ça. Ça veut dire qu'il faut faire confiance à la société civile, ce qu'on appelle la société civile. On ne peut pas faire de la politique en croyant que la politique est toute puissante. Elle n'est pas toute puissante. Elle a besoin d'être soutenue par l'initiative privée de la société civile. Je prends un exemple ici à Maurice, avec les questions de CSR. Vous savez la controverse qu'il y a dessus. Bien sûr, le gouvernement doit donner des critères. À quoi doit servir l'argent du CSR? Dans quel domaine on doit investir? Elle doit avoir aussi des repères très clairs sur la transparence et l'accountability qu'il y a à l'intérieur des ONG. Elle doit être contrôlée, ça. Mais il faut laisser les ONG et les entreprises travailler ensemble. À ce moment-là, les entreprises commencent à s'intéresser à tel ou tel domaine. Là, si c'est décidé à une fondation. Enfin, moi j'attends qu'on m'explique vraiment qu'est-ce que cette nouvelle fondation-là va apporter de plus, si ce ne sera pas un espèce d'obstacle inutile et qui freine. J'attends qu'on m'explique. Je n'ai pas reçu d'explication jusqu'à présent. Mais voilà, la question de la politique, c'est, je crois, vraiment d'avoir à cœur le service désintéressé des personnes. Et vous savez, quand on voit que quelqu'un a le service désintéressé des personnes, vous savez quel est le test? S'il est disposé à prendre des mesures qui porteront des fruits sur le long terme, là on voit qu'il est désintéressé. S'il prend des mesures qui sont impopulaires par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie par exemple, mais que c'est bon pour le long terme, s'il est prêt à avoir des tas de critiques, là on sait, oui, c'est vrai ça, quelqu'un est désintéressé. S'il cherche à se faire réélire, ben, il va faire plaisir à tous les lobbies qui sont autour de lui. Il va céder à toutes les pressions qui sont sur lui. Oui ou non? Il faut que des gens qui voient le bien commun sur le long terme
et soient disposés à affronter la colère ou la déception de certains lobbies. Ce ne sont pas des lobbies financiers surtout qui doivent contrôler un pays. C'est des projets politiques. Ce n'est pas la finance, c'est des projets politiques. Ça veut dire un projet pour le bien commun d'une société. Et on voit ça pour la famille, on voit ça pour l'écologie, on voit ça pour l'éducation, on voit ça pour la santé. C'est ça qu'on a besoin. Ça, c'est bon, ce qui rapporte le plus. Bien sûr, il faut que les comptes d'un pays soient... mais enfin, au fond, c'est le service désintéressé du peuple. Pas le service pour me faire réélire, le service désintéressé. Voilà. Maintenant, en conclusion, les amis, comme je parlais du long terme, il y a une image qui m'est venue quand j'ai réfléchi à ça, c'est planter, cultiver. Un jardinier, pour cultiver, il doit se courber, se salir les mains, enlever les pierres, enlever les colimaçons, enlever les mauvaises herbes. Non, il doit travailler, il doit retourner la terre, c'est dur ça. Deuxièmement, il doit être très patient. Il doit attendre le long terme. C'est pourquoi j'ai mis cette image sur la couverture. Attendre le long terme, semer, comme un semeur. Ce n'est pas toujours le semeur qui va récolter, c'est souvent quelqu'un d'autre, mais il faut avoir le courage de faire ça. Et deuxièmement, à la conclusion, je fais appel aux jeunes qui maintenant de plus en plus ont accès à une éducation supérieure, des jeunes qui ont des idées intéressantes, qui sont d'une autre génération, qui voient les choses différemment. Et on a besoin d'un air frais, d'un air nouveau, qui nous conduise sur les chemins du service gratuit des gens, du service désintéressé en politique, de l'écoute et de l'attention personnalisée à l'école. Si vous écoutez les jeunes professeurs, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent.